votre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Voilà, avec l'attaque d'Andy Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement à pied, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des commissaires de course spécial intersaison avec quelques émissions thématiques, vous en avez pris l'habitude maintenant. Aujourd'hui, on va aborder un sujet particulier et surtout un coureur particulier, Julian Alaphilippe, dont on a beaucoup entendu parler en 2018 grâce à ses excellents résultats, évidemment sur le Tour de France où il a brillé en remportant 2 étapes et en gagnant le classement de la montagne, le maillot à pois, mais surtout en remportant ses 2 premières grandes classiques, à savoir la Flèche Wallonne et la Classica San Sebastian. Pour en parler aujourd'hui, Baptiste au micro et à la présentation, une fois n'est pas coutume, mais aussi Charles. Bonjour Charles. Daniel, salut Daniel. Salut Baptiste et salut à tous. Et Noé, salut Noé. Salut tout le monde. Bon alors messieurs, le cas Julian Alaphilippe, j'ai envie de dire que finalement le seul bémol de sa saison, ça a peut-être été ce championnat du monde, avec là une superbe tactique de l'équipe de France, mais Alaphilippe qui ne la met pas au fond, et la victoire d'Alejandro Valverde. Alejandro Valverde qui faisait jusqu'à présent figure d'épouvantail sur les classiques, mais est-ce que finalement ce titre mondial n'est pas son dernier grand coup d'éclat et annonce pas une nouvelle ère qui aurait peut-être un peu commencé en 2018, l'ère Julian Alaphilippe? Charles, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah, il en a les caractéristiques, en tout cas, Julian Alaphilippe. Je pense qu'il a les moyens de remporter 3 monuments, Liège-Bastogne-Liège, Milan-San Remo et le Tour de Lombardie. Mais enfin, en voyant le titre de l'émission, j'étais quand même assez d'accord sur le profil, mais il y a quelque chose qui me pose quand même question, c'est peut-on placer un coureur comme Julian Alaphilippe, futur roi des classiques, tout en sachant qu'il n'a pas encore remporté son premier monument? On sait que c'est quelque chose qui est dur à réussir. Peter Sagan a mis beaucoup de temps, Greg Van Avermaet aussi. Donc, qu'est-ce qu'on ne place pas un peu au final la charrue avant les bœufs, si je peux m'exprimer ainsi, en le désignant nouveau roi des classiques? Oui, bah, c'est vrai que ta question est légitime. Après, je pense qu'on est aussi tous d'accord pour dire que Julian Alaphilippe a le bagage complet pour devenir un très grand coureur de classique. Ça fait plusieurs années qu'on l'attend. Il a le punch, il a la rapidité, il a la vitesse pour s'imposer. Il est capable de passer beaucoup de parcours. Effectivement, le championnat du monde d'Innsbruck était peut-être un poil trop dur pour lui. Enfin, surtout le mur final, alors que le reste de la course avait quand même déjà été vachement usant, mais c'est le mur final qui lui a posé des problèmes avec des pourcentages quand même assez hallucinants. Non, je pense que Julian peut clairement passer sur beaucoup de classiques et s'imposer, que ce soit en groupe, en solitaire, après une descente, après en haut d'une montée. Donc, bon, après, effectivement, si on limite ça au monument, il y en a 3 peut-être, les pavés du Tour des Flandres, mais c'est à voir. Mais en tout cas, si on prend les classiques au sens large, il peut en gagner énormément. Alors c'est vrai que Julian Alaphilippe n'a pas encore remporté de monument, vous avez raison. Je rappelle quand même qu'il a terminé 2e de Liège-Bastogne-Liège en 2015, 3e de Milan-San Remo en 2017 et 2e du Tour de Lombardie en 2017 aussi. Donc les 3 monuments dont on parle et qui sont a priori dans ses cordes, voire peut-être aussi le Tour des Flandres, mais en tout cas les 3 c'est sûr dans ses cordes, il est déjà monté sur le podium. Alors Noé, est-ce que toi aussi tu as l'impression qu'il lui manque encore cette victoire sur les monuments pour qu'on puisse parler d'un nouveau cadre, d'un nouveau patron des classiques, ou est-ce que pour toi le fait qu'il soit monté sur la boîte pour ces 3 classiques-là suffit? Non, je suis assez d'accord avec vous, mais n'oublions pas qu'il a 26 ans. Julian Alaphilippe, il a fini d'apprendre ces dernières années. Cette année, il a vraiment fait une année où il a pu assumer totalement son leadership et montrer qu'il est vraiment le futur sur les classiques et qu'il est déjà le présent. Mais il n'a que 26 ans et ces prochaines années, c'est probable qu'il réussisse encore à passer des caps et à remporter un monument. Ça va arriver, je pense je suis d'accord, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais pour l'instant, Valverde est vieillissant, il est vraiment sur la fin et on a vu peut-être qu'il y avait une passation de pouvoir. Et de l'autre côté, on se demande qui peut arriver encore et concurrencer Julian Alaphilippe. On
j'ai du mal à voir d'autres noms que Valverde et Alaphilippe pour pouvoir vraiment peser de tout leur poids sur les classiques et arriver en grand patron sur les classiques vallonnés. Donc, je pense que c'est trop tôt pour dire que c'est le grand patron des classiques, mais que ça va arriver l'année prochaine ou l'année d'après, et que c'est en tout cas très très imminent. Tout arrive pour que ce soit l'aboutissement très prochainement. En fait, je dirais que la place du patron est clairement à prendre. Je ne vois pas qui est le patron au jour d'aujourd'hui. Valverde, bon, bien sûr, on annonce son déclin depuis pas mal d'années, mais à part la semaine ardennaise, sur les classiques, quand même, il ne fait pas grand-chose. Et ensuite, oui, après, il y a Sagan qui est sur mais c'est les classiques flandriennes, donc c'est un peu à part. De qui peut-on parler? De Vincenzo Nibali, qui a fait Milan-San Remo et Lombardie, et aussi Liège-Bastogne-Liège, donc c'est un peu le même type de terrain, mais c'est pas le roi ou le patron des classiques. Donc non, je pense qu'il y a clairement une place à prendre et que Julien est tout indiqué pour la prendre. Donc pour vous, il deviendrait un peu patron par défaut, si je comprends bien? Tu penses un peu ça, Charles, peut-être? Ouais, patron par défaut, oui, mais tant qu'il n'aura pas gagné un monument. Je pense que l'élément déclencheur, ça sera ça, parce que c'est délicat, ce que je disais tout à l'heure, de placer un coureur patron dans un domaine quand il a gagné aucune des grandes courses de ce domaine-là. C'est comme si on disait, je sais pas, Adam Yates, patron des GT, alors que le mec n'a pas encore gagné de GT. Enfin, vous voyez, il y a une petite contradiction, je trouve, un petit élément qui fait que, pour l'instant, oui, c'est par défaut, mais je pense que ça ne va pas durer longtemps. En fait, une fois que le déclic sera passé, Julien Alaphilippe devrait enchaîner les classiques. Mais par contre, j'ai un petit élément d'inquiétude. J'en ai parlé lors d'une précédente émission. C'est que fera la Quick Step avec Alaphilippe, sachant qu'il est français? Est-ce qu'on perdra du temps à le tenter sur le Tour de France pour jouer le général ou pas, quoi? C'est peut-être ça aussi qui pourrait être un bémol, entre guillemets. Mais non, vas-y Noé, vas-y, pardon. Je pense que c'est pas incompatible. Cette année, on a vu qu'il a été très fort sur les classiques. Et bon, il n'a pas gagné Liège-Bastogne-Liège, mais c'est peut-être parce qu'il y a une stratégie d'équipe aussi. Il a remporté la Flèche Wallonne d'une superbe manière. Il a été très fort. Et il a réussi un très beau Tour de France à côté. Alors, même s'il voulait viser je doute qu'il vise le classement général sur le Tour de France. Je ne sais même pas s'il en a envie. En tout cas, tant qu'il n'aura pas gagné Liège-Bastogne-Liège, l'Amstel, sûrement le Tour de Lombardie ou Milan-San Remo, tant qu'il n'aura pas gagné ces grandes courses-là, je doute qu'il ait envie ou que son équipe ait envie de le mettre en leader sur le Tour de France. Surtout qu'on sait que Patrick Lefebvre n'est pas non plus obstiné par le Tour de France et il n'en fait pas un Graal ultime. Donc je ne pense pas, et puis même c'est pas forcément incompatible avec les classiques avant. On l'a vu pour Valverde, c'est pas forcément incompatible de vouloir jouer les classements généraux et les classiques avant plutôt dans la saison. Oui, moi je pense que la Quick Step, c'est quand même l'équipe spécialiste des classiques et des monuments. Et la chance qu'il a justement au sein de cette équipe, c'est que l'équipe et le sponsor ne vont pas lui demander de viser le classement général du Tour de France. S'il avait été dans une équipe française, que ce soit World Tour ou Pro Conti, peut-être comme Warren Barguil, oui, une année on va viser le maillot à poids, puis finalement, peut-être qu'on va faire le classement général. Non, je pense que chez Quick Step, ils s'en foutent du classement général du Tour de France. Ils savent qu'ils ne le gagneront pas et ce n'est pas Julien Alaphilippe qui le gagnera. Donc, ils ne vont pas perdre leur temps avec ça. Et pendant ce temps-là, il peut continuer à viser les classiques du printemps, les classiques de l'automne et à faire un peu un Tour de France en baroudeur, en franc-tireur. Donc, je pense que c'est l'équipe idéale pour lui, puisqu'en plus, il y a une grosse expertise sur les classiques et les monuments, ce qui devrait quand même aussi jouer à son avantage. Mais est-ce qu'il a la caisse pour faire ça? Parce que là, je me pose la question tout à coup. Il a été très bon en début de saison, il a été très très bon lors du Tour de France, mais pendant le Tour de France, il a vraiment dépensé beaucoup d'énergie. Et à Innsbruck, c'était peut-être des crampes, c'était peut-être autre chose, mais on sentait qu'il était quand même un peu en fin de parcours. Peut-être qu'il était trop fort en septembre puisqu'il s'est imposé lors du Tour de Slovaquie et celui de Grande-Bretagne, mais on voit qu'après Innsbruck, il déclare forfait pour le Lombardie, alors que normalement c'est une course qui lui correspond, et je me demande si, tu vois, il a peut-être pas la caisse d'un Valverde pour l'instant, il manque encore de jus pour pouvoir faire une grosse saison pleine s'il vise un temps les étapes du Tour de France. Il a peut-être un problème de gestion et de trop-plein. Il a peut-être un peu de difficulté à courir en dedans. Effectivement, il a enchaîné Tour de Grande-Bretagne et Tour de Slovaquie en remportant l'un comme l'autre. Il aurait peut-être dû davantage
faire du jus et garder les forces pour les mondiaux et le Tour de Lombardie. Mais vous partez vers le Tour de France. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est plus le public et les suiveurs et les journalistes qui lui parlent du Tour de France pendant le Tour de France. Moi, j'ai l'impression que quand on écoute Julien Alaphilippe parler, on entend plus classique, et j'ai presque envie de dire que s'il devait ouvrir son champ, il a l'air de plutôt lorgner vers le Tour des Flandres que vers le Tour de France. Ce qui nous ramène sur les classiques et sur la Quick Step. Je ne sais plus lequel de vous disait juste avant que la Quick Step était l'équipe de classique par excellence. C'est d'autant plus vrai que cette année, par exemple, en 2018, on a eu Niki Terpstra remportant le Tour des Flandres, coureur de la Quick Step, et un certain Bob Jungels remportant Liège-Bastogne-Liège, coureur de la Quick Step. Et donc là, ma question, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que Alaphilippe, à défaut peut-être d'être ce patron des classiques que vous ne voulez pas le nommer, est déjà peut-être le faiseur de roi? Parce que si Bob Jungels remporte Liège-Bastogne-Liège, c'est aussi parce qu'il est dans l'équipe de Julien Alaphilippe, non? Ouais, tu as tout à fait raison. Je me permets de rebondir là-dessus. Tu as tout à fait raison, mais si Niki Terpstra gagne le Tour des Flandres, c'est aussi grâce à une équipe forte derrière. Si Bob Jungels remporte Liège-Bastogne-Liège, c'est grâce à Alaphilippe qui est derrière. Et du coup, est-ce que cette position ne pourrait pas lui être préjudiciable? Lui, le finisseur, le gars rapide, est-ce qu'il ne risque pas d'être victime régulièrement d'un coureur de son équipe qui s'échappe et qui le met du coup dans une position un peu compliquée, lui, derrière? C'est tout à fait possible, et on l'a vu avec Philippe Gilbert d'ailleurs cette année. Quand ça, Charles? Ou c'était l'an passé, je sais plus, peut-être que je dis des bêtises, où à un moment il râlait un peu, enfin il râlait pas, mais on sentait qu'il était quand même piégé par le jeu d'équipe, où il y avait un quick-step qui était devant, et au final Gilbert est peut-être le plus fort. C'était dans le Tour de France, je crois, cette année. Une Flandrienne plutôt dans la saison, je crois. Avec Terpstra devant, Gilbert super fort, qui tente de faire le job, mais au final qui peut pas. Et c'est là où, peut-être comme Daniel, je pense que Julien Alaphilippe pourrait aussi être victime de ce jeu d'équipe, quoi, où il se retrouve spectateur au final. Et en allant sur le Tour des Flandres, ça serait peut-être encore pire, parce que sur les Ardennaises, il a ce statut de leader légitime chez la Quick Step. Mais si tu arrives sur les Flandriennes, bon, tu n'auras peut-être pas Gilbert, parce qu'il sera peut-être plus coureur à ce moment-là, mais tu auras déjà 3, 4, 5 mecs qui sont peut-être au niveau hiérarchique au-dessus de toi. Et du coup, c'est encore plus dur de prétendre à ce rôle de mec protégé, quoi. Alors, ce que vous décrivez me rappelle un cas passé dans la même équipe, c'est le Patrick Lefebvre. Ça me rappelle Tom Bonnen, qui avait comme ça laissé, entre guillemets, 2 Tours des Flandres à Stein de Volder. Mais bon, Tom Bonnen a quand même remporté beaucoup plus de monuments et de classiques que de Volder in fine dans sa carrière. Il en a gagné un paquet des Tours des Flandres et les Paris-Roubaix. Et sur les Ardennaises, autant sur les Flandriennes aujourd'hui chez Quick Step, il y a clairement abondance de biens et on ne sait jamais trop qui est leader et qui va gagner. On a un peu l'impression que c'est au premier qui va attaquer que finalement reviendra le leadership. Autant sur les classiques vallonnés traditionnels, non pavés. Alors certes, Bob Jungels a remporté Liège-Bastogne-Liège cette saison, mais il n'y a pas non plus beaucoup de concurrence pour Julien Alaphilippe, non? J'ai pas l'impression qu'il puisse se faire damer le pion si souvent, non, Noé? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis d'accord avec toi. Et puis, Bob Jungels aussi, c'est une interrogation. On sait qu'il avait à un moment dans un coin de sa tête l'envie de disputer les grands tours et de devenir un coureur de grands tours. Bon, je n'y crois pas trop à titre personnel pour lui, mais si c'est une envie, peut-être qu'il va aussi se délaisser un peu les classiques. Je ne sais pas quel est son objectif. Et et peut-être que Julien Alaphilippe aura les pleins pouvoirs sur ces courses-là. Et puis, si Julien Alaphilippe est vraiment le plus fort et a la capacité de s'imposer, ça sera à lui de prendre les devants et de faire en sorte que personne d'autre n'attaque avant ou que personne d'autre ne puisse jouer sa propre carte. Charles, donc je m'inquiète pas vraiment pour Alaphilippe. Ouais, bah, le problème, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, le problème de Liège-Bastogne-Liège, c'est que c'est une course où c'est pas forcément le plus fort qui gagne. Donc du coup, tu peux être leader légitime, tu peux être 10 jambes au-dessus de tes coéquipiers. Si tu as un des gars qui sort avant à 15 bornes de l'arrivée, bah, tu es coincé en fait, parce que tout le monde va se regarder un peu, va s'attendre à ce que c'est toi qui fasses l'effort, et tu peux te retrouver piégé 3-4 fois consécutivement. Enfin, pas comme le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix où c'est forcément plus souvent le plus fort qui gagne. Liège, c'est une course un petit peu particulière, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est là où c'est intéressant aussi le parallèle avec Tom Bonnen, qui a effectivement laissé échapper quelques éditions, mais ensuite on a vu que parfois il s'est mis un peu à tort et à travers leader absolu de l'équipe et que d'autres coureurs devaient se sacrifier pour lui alors qu'ils étaient peut-être plus forts ou mieux placés dans la course puisqu'ils étaient à l'avant. Peut-être que Julien Alaphilippe, pour éviter le déboire entre guillemets Jungels tous les ans, il aurait intérêt à taper du poing sur la table pour dire non, vous vous mettez à mon service et vous n'allez pas faire la course devant. Enfin, sinon, ce ne sera pas possible pour lui. Après, je ne pense pas que
taper du poing sur la table, c'est peut-être pas forcément la bonne expression. Je crois qu'ils sont très potes, lui et Bob Jungels, et qu'ils sont même régulièrement camarades de chambre. Donc, à mon avis, Jungels va lui renvoyer l'ascenseur tout naturellement. Mais en tout cas, à un moment donné, si on veut vraiment être le leader de l'équipe, il faut peut-être le revendiquer aussi. Et ce qu'il faudrait souhaiter pour Julien Alaphilippe, c'est qu'il ait un autre coureur qui soit aussi leader de son équipe et un coureur qui ait les jambes pour gagner. Dans le sens où si son coéquipier est à l'avant et que Julien Alaphilippe est piégé derrière, il sait qu'il y aura d'autres équipes qui vont faire le forcing pour pouvoir rattraper cet équipier qui ne soit pas le seul. Parce que s'il est le seul leader et que tout le monde est 2 jambes en dessous, excepté dans son équipe où il y a quelques personnalités qui peuvent s'échapper, et là c'est sûr que ça va être très compliqué à gérer pour lui parce que évidemment aucune autre équipe ne... Comment ? Le problème, c'est que tu ne veux pas ramener Alaphilippe dans ces cas-là, parce que si tu as un quick step fort devant et Alaphilippe dans un groupe de 5 ou 6 qui fait de la patinette, tu es sûr que tu te fais niquer derrière. Tout dépend. Si ça avait été Alejandro Valverde, par exemple, on sait qu'au sprint, peut-être qu'il peut battre Alaphilippe. Bon, ça dépend du leader. Mais regarde à Liège, c'est pas ce qui s'est passé. Finalement, on n'a jamais revu Jungels. Oui, c'est certain. Mais je crois qu'à Liège, Valverde avait un problème d'équipe aussi. Il n'avait pas la grande équipe qui pouvait lui permettre de gagner Liège. Bon, c'est un avis personnel, mais en tout cas, je pense que c'est s'il y a un vrai problème pour Alaphilippe, ce ne sera pas forcément des autres qui viendront, mais ce sera plutôt de lui et son équipe. On est assez d'accord. Alors, on parle de Liège, mais si je regarde la saison d'Alaphilippe, à Milan-San Remo, on attend un mouvement de lui dans le podio. Sur l'Amstel Gold Race, c'est l'épouvantail dans le groupe de tête avec Valverde, et finalement, ça sourit à un outsider, Michael Valgren. Ensuite, il gagne la Flèche Wallonne. Je vous rappelle qu'à l'époque, la Flèche Wallonne, c'est la chasse gardée de Valverde. C'est sans doute un grand déclic d'ailleurs dans la tête de Alaphilippe à ce moment-là. À Liège, on l'a dit, c'est un peu le faiseur des rois, c'est son coéquipier qui gagne parce que tout le monde est au marquage sur lui et que Jungels parvient à s'extraire du groupe un peu, pas par hasard, mais en tout cas un peu sans qu'on s'y attende, et finalement, parce qu'il est très costaud ce jour-là, résiste et s'impose. Ensuite, il survole complètement la Classica San Sebastian. Ensuite, il est annoncé par la terre entière favori du championnat du monde. Tout le monde le cite comme étant le principal candidat à la victoire. Il est le leader de l'équipe de France, alors qu'il y a de très solides arguments par ailleurs en équipe de France avec Romain Bardet, in fine deuxième, et Thibaut Pinot. Et tout le monde est surpris qu'il déclare forfait pour le Tour de Lombardie, où on s'attendait à ce qu'il vienne et qu'il joue la gagne, ou en tout cas qu'il essaie de prendre sa revanche sur le mondial. Donc, honnêtement, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas sur ce constat-là, et de quand même avoir le sentiment qu'il y a un changement d'ambiance quand même. Il est devenu totalement incontournable, et pas que pour les Français. Au sein du peloton, dès qu'on est sur une course d'un jour, Alaphilippe, c'est le premier mec qu'on pointe. C'est son problème. Ça va être son problème en fait pour moi, parce que tu vois, on a cité Liège-Bastogne-Liège. Tu as parlé de l'Amstel, Baptiste, mais l'Amstel, c'est aussi une course où c'est pas forcément le plus fort qui gagne. Donc, du coup, c'est souvent le cas sur les classiques. À part peut-être une Classica ou la Flèche Wallonne, tu vois, c'est le plus fort qui gagne, parce que forcément c'est un sprint à 8. La Classica, dans le mur final, il faut quand même aussi être souvent le plus costaud qui gagne. Pareil pour le Lombardie, mais toutes ces courses, l'Amstel, Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège, c'est pas forcément le plus fort qui gagne. J'ai peur que, comme c'est les courses qui lui correspondent le plus, il soit malheureusement peut-être piégé plus souvent qu'il soit vainqueur, quoi. Le risque d'être piégé, surtout, c'est lorsque, comme sur l'Amstel ou d'autres, il y a 2 favoris qui sont Alaphilippe et Valverde. Là, c'est le problème où les 2 se regardent en chien de faïence, ou s'il n'y a plus d'équipier, qui fait quoi, qui roule. C'est sûr que là, c'est un problème. Si Julien Alaphilippe était clairement le gros favori, que tous les autres n'ont pas sa pointe de vitesse et que personne ne peut rivaliser avec lui, à ce moment-là, tu mets une équipe entièrement à son service, point. Et tu n'as pas le risque d'avoir une échappée, un outsider qui sort et qui n'est pas revu. Alors, pour conclure, messieurs, je vais vous demander tout simplement, quel Alaphilippe voyez-vous en 2019 sur les classiques ? Est-ce qu'à votre avis, il va stagner, voire régresser, c'est-à-dire peut-être ne pas en remporter ? Ou est-ce qu'à l'inverse, on va le voir encore plus s'affirmer, devenir vraiment cette fois-ci le roi des classiques, remporter son premier monument, faire le triplé ardennais, que sais-je ? Charles, comment tu vois sa saison ? Je crois comme toi que la Flèche a été un déclic cette année. Donc, je le vois quand même franchir un palier, notamment en termes de confiance. Et la manière dont il va courir, j'imagine aller au moins un monument et 1 ou 2 classiques de moindre importance dans sa poche. Et quel monument de préférence ? Je
Je pense qu'à Liège, je crois que c'est Daniel qui l'a dit, Jungels va lui renvoyer l'ascenseur, donc je vois bien une Quick-Step archi soudée l'an prochain autour de la Philippe à Liège. Une victoire à Liège et pourquoi pas encore une flèche Wallonne et allez, une nouvelle Classica s'il l'a fait. Noé, pour toi? À peu près pareil. L'Amstel, c'est pas une course qui lui correspond, donc je la mettrai pas dans. C'est pour l'instant pas une course en tout cas sur laquelle il a pu briller et vraiment se révéler, donc je le mettrai pas sur Amstel. La Flèche Wallonne, je suis à peu près certain que c'est le meilleur sur cet exercice. Je pense qu'il a vraiment dépassé Valverde et pour moi, il peut vraiment la remporter sans gros problème l'année prochaine. Je le vois bien remporter Liège-Bastogne-Liège aussi. Pour le reste, je pense qu'il va faire attention à ne pas trop s'éparpiller non plus et bien gérer ses efforts et ses pics de forme. Donc peut-être uniquement ça, ce qui serait déjà très bien. Mais oui, je pense que le grand monument, ça sera pour l'année prochaine. Et Daniel, je pense également que sa progression va se poursuivre. Comme tu l'as rappelé, en 2017, il a fait des podiums, il a obtenu les podiums sur les 3 monuments. En 2018, les monuments ne lui ont pas souri, mais il a remporté des victoires et il est devenu un tueur et il est passé dans la catégorie du favori sur chacune de ses courses. Malheureusement, il y a eu aussi pas mal d'échecs, comme tu l'as souligné. Mais je pense que du coup, 2019, ça peut être... c'est dans la continuité. Il devrait en décrocher un peu plus et confirmer encore plus. Ouais, je pense que ça me semble logique. Après, évidemment, il y a plein d'aléas. Bien sûr. Je vous rejoins sur le fait qu'il va sans doute remporter son premier monument l'an prochain. Je pensais d'ailleurs qu'il remporterait son premier cette année, pour ma part. Je pense quand même que peut-être 2019, il y aura un os pour lui qui s'appelle Valverde, qui malgré tout continue, même à 39 ans, et puis surtout qu'il y aura le maillot arc-en-ciel sur le dos, et qui du coup sera surmotivé pour en une nouvelle fois remporter tous ces classiques et montrer à la Philippe. Comment? Oui. Et qui les ciblera peut-être. Et qui les ciblera et je pense qu'il sera vraiment motivé pour montrer à la Philippe que non, il n'est pas cuit et que c'est quand même toujours un peu lui le patron. Voilà, je pense qu'on risque de voir ce duel se prolonger sur pas mal de courses d'un jour l'an prochain. Et voilà, messieurs, merci. Oui. Pour les classiques, il y a un nouvel élément, je pense qu'il ne faut pas oublier pour l'an prochain, qui s'appelle Peter Sagan. Il a déjà annoncé qu'il ferait Liège-Bastogne-Liège l'an prochain. Donc, je pense qu'il veut peut-être, maintenant qu'il a gagné le Tour des Flandres et qu'il a gagné Paris-Roubaix, pourquoi pas prendre comme objectif des classiques vallonnés, je ne sais pas. Donc, peut-être qu'il pourrait être aussi un concurrent sérieux pour Alaphilippe. Très bien, on va suivre ça avec intérêt. Merci beaucoup, messieurs, pour vos analyses éclairées sur le cas Julien Alaphilippe. On se retrouve très bientôt. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission en attendant 2019. Bonne soirée, bonne fin de journée. Salut à tous.